chers amis d'Ériche Clair, merci d'être venus malgré toutes les avanies météorologiques. Mais vous avez raison de venir, puisque nous allons parler principalement d'un livre absolument magnifique qui s'appelle La Comédie de la Loi. C'est un livre dans lequel il y a, comme on dit, à boire et à manger, à savourer. C'est un livre extrêmement riche. En réalité, c'est plusieurs livres à la fois. C'est plutôt ça qui en fait la grande qualité. Il est bourré d'informations, il est bourré d'évocations, il est bourré d'ingéniosité analytique, et puis aussi de vision. C'est-à-dire que sur un corpus extrêmement connu, même familier, et même à des gens comme moi qui ont, par leurs études, dû pratiquer Shakespeare à des cours d'histoire de la littérature anglaise, etc., à marche forcée, il apprend énormément de choses, en grande partie d'ailleurs parce qu'il est nourri du dernier état des connaissances sur Shakespeare. Je pense en particulier au livre de Peter Ackroyd, qui était la dernière grande biographie anglaise sur Shakespeare, qui date d'il y a à peine quelques années. Alors c'est un livre de François Host, que j'ai le plaisir de vous présenter, qui est, comme vous savez, vice-recteur de faculté Saint-Louis, et dont le travail à la fois de philosophe, d'historien du droit, d'analyste littéraire, tout ça, depuis quelques années, se synthétise remarquablement dans une série d'essais successifs qui lui ont valu notamment le prix quinquennal de l'essai de la communauté française. Je songe à Sade et la loi, par exemple, qui est un livre très très particulier, très original, et qui apporte quelque chose de très neuf dans l'approche de l'œuvre de Sade. Mais il y a aussi Écrire la loi, Raconter la loi, qui est au fond le grand démarrage public dans ce genre d'investigation. Et voilà maintenant qu'il nous donne un Shakespeare, la comédie de la loi. Alors, la place du juridique dans l'œuvre de Shakespeare, nous nous en doutions un petit peu, ne fût-ce que par Le Marchand de Venise et par toute une série de scènes, de procès, soit sérieuses, soit comiques, qu'on trouve dans l'œuvre, mais à ma connaissance, le sujet n'avait jamais été abordé de cette manière, encore que dans la bibliographie et dans les notes en bas de page, on découvre qu'il y a en anglais, actuellement, en Amérique, en Angleterre, de plus en plus de travaux qui portent là-dessus, et dont d'ailleurs cet ouvrage rend compte, pour la première fois en langue française. Comme je disais tout à l'heure à François Host, ce livre doit maintenant paraître en anglais, et dans une dialectique entre le monde anglo-saxon et le monde francophone. Alors, bon, le rapport entre le théâtre, puisqu'il s'agit de théâtre, et le droit est un rapport très ancien, puisqu'au fond, la tragédie grecque, et en particulier, par exemple, l'Oedipe, ou l'Antigone, que François Host connaît très bien, puisqu'il l'a réécrit, un Antigone situé dans la société d'aujourd'hui, ou une Antigone. Il y a une espèce d'homologie, d'ailleurs, entre le droit et le théâtre, ne fût-ce que par la disposition scénique des deux exercices, et le fait que, notamment, dans le monde anglo-saxon, et nous le savons notamment par la télévision, Perry Mason, etc., il y a énormément de dramatisation de procès qui font la matière d'une très grande quantité de productions de fiction, principalement audiovisuelle aujourd'hui. Mais il se trouve que le plus grand dramaturge anglais, le plus grand dramaturge de tous les temps, était lui aussi très très fort concerné par ça. Alors, ce livre nous éclaire d'abord sur des circonstances objectives qui peuvent expliquer cela, et je crois que c'est intéressant de voir comment il se fait que Shakespeare
ne s'intéresse pas seulement au droit parce que c'est un sujet qui l'inspire, mais aussi parce qu'il a été concerné dans sa vie par des questions juridiques. Alors, première question. Ouais. Voilà. D'abord, pour commencer, merci à la Bibliothèque d'Erich Clair qui m'a fait pour la deuxième fois l'honneur de m'inviter à cette tribune et le privilège pour la deuxième fois de discuter avec Jacques de Decker. Et c'est mon deuxième merci. Quel privilège pour un auteur de pouvoir s'entretenir avec un orfèvre en la matière. Jacques me rappelait qu'il avait, par exemple, lui-même traduit Hamlet, excusez du peu, et Jules César, qui avait été monté notamment au Théâtre des Martyrs à Bruxelles. Voilà, donc la première question, on roule sur ta première question, c'était les rapports biographiques. Oui, c'est ça. Eh bien, Shakespeare, et je vous passe toutes les discussions, les controverses sur l'identité de Shakespeare, aurait-il existé? Je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste, et s'il n'a pas existé, ces pièces ont été écrites par un monsieur X qui s'appelait par hasard William Shakespeare, et on peut s'entendre là-dessus. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est que son père était un notable de la petite ville de Stratford-upon-Avon et qu'il était même juge et bailli à certains moments, carrière d'ailleurs qui s'est brusquement arrêtée au moment où le jeune William avait 12 ans, ce qui est intéressant parce que ça évoque aussi la chute des princes, qui est ô combien présente dans son œuvre. Et donc déjà un père notable, frotté aux questions de justice, un père très souvent mêlé à des procès. C'est une époque extraordinairement litigieuse, on faisait des procès pour tout et pour rien, civil, pénal. Lui-même, c'est une question controversée, c'était un des mystères de plus de sa vie, de savoir s'il a fait un bout d'études de droit, j'en suis pas sûr, mais il est possible qu'il ait travaillé quelques mois ou quelques années chez comme clerc de notaire, chez un notaire de la région. Les spécialistes tirent argument de son écriture, de quelques manuscrits qu'on a gardés qui porteraient la trace de l'écriture spécifique des actes juridiques, des petits détails. La devise qu'il se choisira plus tard, non sans droit, en français, non sans droit. Mais bon, tout ça, c'est des détails, des indices plus intéressants sur les 36 pièces qu'il nous laisse. Une trentaine mettent en scène des procès, ça c'est certain. Dans la très riche bibliographie anglaise sur son œuvre, on compte notamment un dictionnaire de l'anglais juridique de Shakespeare, dictionnaire qui comporte des centaines d'entrées renvoyant à des milliers d'occurrences. Et les spécialistes nous montrent qu'il en fait un usage qui n'est pas seulement métaphorique des termes juridiques, parfois un usage tout à fait, souvent un usage tout à fait précis. On peut dire aussi que le théâtre est un enjeu et un objet du droit très important à l'époque, un enjeu et un objet. D'abord parce que, comme à l'époque de Molière, et finalement ça a toujours un peu survécu, le théâtre est censé être subversif et donc l'objet d'une censure très vigilante, aussi bien de la part des puritains, qui vont réussir d'ailleurs, après la mort de Shakespeare, à faire fermer les théâtres, que de la part d'Élisabeth Ier, très, très chatouilleuse sur certains points, et qui notamment va censurer la scène de la déposition dans Richard II. Et elle dira à l'ambassadeur d'Espagne, Richard II, c'est moi, donc se sentait visé. Donc il y a la censure, il y a le fait que les comédiens ne pouvaient survivre qu'en étant que de mécénat et donc en rentrant au service de puissants. Mais il y a des éléments de modernité aussi, comme l'émergence de la catégorie d'auteur. Je veux dire par là que les premières pièces de Shakespeare n'étaient pas signées. Et donc il accompagne ce mouvement extraordinairement moderne d'appropriation par un écrivain de son texte de théâtre. Avant ça, le manuscrit était le manuscrit de la troupe, et peut-être que l'auteur n'avait pas beaucoup plus de privilèges que le décorateur, l'ensemblier, le costumier, et le texte était le fruit d'une discussion en commun et évoluait au fur et à mesure des représentations. Et puis à un moment donné,
je ne sais plus quelle est la pièce, c'est peut-être le Richard II, je ne sais plus, mais à un moment donné, dans l'œuvre de Shakespeare, il commence à signer et ses œuvres connaissent un grand succès de librairie. Donc, il accompagne ce mouvement-là. Voilà, et alors aussi, dans le théâtre, bien sûr, et là on commence à aborder le fond, il n'arrête pas de mettre en scène et en jeu des enjeux historiques, des enjeux de société, notamment les questions de succession dynastique, puisqu'il est contemporain de cette fameuse Élisabeth Ier qui ne décide décidément pas de se marier et qui pose à l'Angleterre un gros problème de succession. C'est quelque chose qui hante ces pièces. C'est dans cet aspect biographique une chose dont je n'imaginais pas l'importance et l'ampleur. Ce sont toutes les questions juridiques qui étaient liées à son métier, j'allais dire, de producteur, parce qu'il était aussi directeur de troupe, responsable du théâtre des Blackfriars, etc. Et qu'à ce titre, il devait défendre les différents intérêts. Et il l'a fait, semble-t-il, avec beaucoup de pugnacité. La fin de la vie de Shakespeare indique bien qu'il s'est retiré au bon moment, fortune faite, pourrait-on dire, pour devenir un notable dans sa ville natale. Et bon, alors, le livre n'est pas un livre biographique, loin de là, c'est simplement, ce qui a été esquissé, c'est un cadre, c'est surtout des exégèses de quelques œuvres alors qui, sur cette trentaine de pièces, sont particulièrement significatives de ce recours au corpus, d'une part, des codes, et de l'autre côté, à l'application et à la pratique même de la justice. Et alors, évidemment, on voit bien les textes qui sont retenus et autour duquel ces différents chapitres s'articulent. Et pour commencer, bien entendu, la première pièce à laquelle on songe, puisqu'au fond, elle est faite pratiquement pour la moitié d'un procès, qui est Les Marchands de Venise. Et puis après, une autre pièce très importante en l'occurrence, et dont je n'ai jamais lu, je vous assure, une analyse aussi fine et aussi pénétrante qu'ici, c'est sur Mesure pour mesure. En grande partie parce que Mesure pour mesure est une pièce qui intéresse de plus en plus les gens de théâtre, mais j'ai souvent l'impression qu'ils n'y comprenaient rien. Et ici, sur le marchand, alors commençons par le marchand, parce que ça brasse énormément de choses, et le marchand de Venise est aussi une pièce qui rend bien compte du cadre dont il est question, puisque elle se passe à Venise. Venise est une ville extrêmement importante pour des raisons notamment juridiques et commerciales. Venise est une ville déterminante concernant le statut de la communauté juive. Je rappelle d'ailleurs dans le livre que le ghetto est un mot vénitien. Et tout ça nourrit la pièce. On se dit quand même que Shakespeare devait avoir quand même des informations assez poussées pour arriver d'abord à concevoir cette affaire. Oui, et d'autant plus qu'il y a probablement dans l'imaginaire de ces spectateurs de l'époque des rapprochements inconscients entre ce qui est en train de devenir la city londonienne et la Venise. Venise avec son commerce méditerranéen et l'Angleterre de l'époque qui est celle des premiers explorateurs, Francis Drake et les autres qui partent à la conquête des continents lointains et qui ramènent toutes sortes de marchandises dont on fait commerce dans la place de Londres. Donc il y a là un rapprochement. Shakespeare, c'est aussi un des mystères, a-t-il voyagé en Italie, quels étaient ses informateurs, je n'en sais rien, mais il est certainement fasciné puisque ce n'est pas la seule pièce qu'il situe à Venise. Il y a aussi l'Othello dont je parle très peu, pas du tout dans le livre. Ici, j'ai vu cette Venise polarisée entre deux espaces. Je dirais, il y a la mise en scène de la pièce est articulée entre ces différents lieux. Il y a Belmont, qui est un petit peu la campagne vénitienne où vit la belle Portia, et qui est le luxe aristocratique. Et puis d'autre part, il y a le ghetto, effectivement, où vivent, donc le mot ghetto, c'est un mot italien qui voulait dire vieille fonderie, et où les juifs de la place étaient cantonnés, avec déjà
signes de couleur jaune sur le vêtement et l'interdiction de sortir le soir après 6 heures et d'approcher les puits de la ville parce qu'on pensait qu'ils pouvaient les empoisonner. Mais pourtant, c'est du ghetto que vient l'argent, on dirait les capitaux modernes. Et on a besoin de l'argent du juif Shylock pour financer les entreprises commerciales du marchand de Venise, donc le riche armateur, qui a besoin de cet argent pour venir au secours de son ami Bassanio, qui fait la cour à la belle Portia. Vous voyez alors le triangle entre le lieu des plaisirs aristocratiques, Belmont, la plaque tournante de Venise et l'argent qui vient de... Voilà. Et alors cette pièce est basée sur une énigme. Pourquoi est-ce que le riche marchand de Venise va-t-il consentir à demander de l'aide financière à celui qui a été son ennemi de toujours, le juif Shylock? Et surtout, pourquoi celui-ci va-t-il consentir à prêter sans intérêt, ce qu'il n'a jamais fait? Et donc c'est tous... Il faut comprendre, à la fois sur le plan juridique, mais aussi sur le plan anthropologique, voire psychanalytique, le rapport amour-haine, maître-esclave, qui va se nouer entre ces deux hommes que tout oppose. Cet argent dont on parle, c'est de l'argent qui sert surtout d'assurance, c'est-à-dire de prémunir les armateurs des risques courus, toujours les mêmes, c'est-à-dire les naufrages ou les piratages. Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que, au fond, dans la Londres de Shakespeare, on devait commencer à se poser ces problèmes. C'est dans les années qui suivent que va se créer le Lloyd's, par exemple, et la question des assurances et de la créance et de la confiance se pose de manière centrale. Moi, quand j'étais jeune, j'ai visité le Lloyd's, ancienne formule, et on voyait encore des petits guichets entre lesquels circulaient, par exemple, des armateurs, et qui faisaient signer des parts d'assurance sur de simples billets, et qui surtout se serraient la main. C'est-à-dire les choses se passaient dans le trust. Et je crois, effectivement, comme tu le dis très bien, et ça je n'avais pas imaginé, que si Shakespeare raconte cette histoire, c'est notamment pour accompagner la mise en place d'un système nécessairement comparable à Londres même. Tout à fait. Et c'est Venise qui a, au fond, inventé et fait circuler pour la première fois en Europe ce qu'on appelle des billets à ordre, des lettres de change, qui remplacent de la monnaie. Donc c'est vraiment simplement une promesse qui circule, qui passe de main en main, sur foi de la signature. Et c'est ce que les juristes appellent la rigueur cambière, la rigueur de la lettre de change, c'est-à-dire que elle doit être honorée, quoi qu'il arrive, sans soulever aucune sorte d'exception juridique. Alors ici, c'est très intéressant parce que le juif Shylock va se retrancher derrière cette rigueur cambière pour exiger son dû, en l'occurrence, je fais un cours de droit ici, la clause pénale, exiger la clause pénale de la part de son débiteur défaillant. Je m'explique. Les affaires d'Antonio, le riche marchand de Venise, tournent mal, tous ces bateaux sont soi-disant coulés. À la fin, il y a une sorte de happy end pour lui, pas pour Shylock, mais pour lui. Peu importe, à ce moment-là de la pièce, on croit qu'il est ruiné, donc il ne sait pas rembourser le jour de l'échéance la dette à Shylock. Et donc, on doit appliquer ce qui a été prévu comme pénalité, ce que les juristes appellent la clause pénale. Et c'est une clause pénale tout à fait particulière, puisque Antonio... D'où vient cette affaire, une clause particulière? Voilà, donc c'est l'idée de la livre de chair. Hein. Donc le créancier Shylock va pouvoir prélever sur le corps de son débiteur, à l'endroit qu'il choisira, une livre de chair. Alors ça paraît complètement fantaisiste. Pas tout à fait quand même, dans la plus vieille loi romaine, la loi des 12 tables, un châtiment de ce type existait. Donc Shakespeare aussi a peut-être eu un cours de droit romain ou eu vent de cette pénalité. Voilà. On peut aussi discuter, Shylock est juif, la loi du talion, mais ça nous mènerait très loin, je pense qu'elle est beaucoup plus complexe que cela. Mais donc voilà, au moment où... il apparaît que Antonio ne va pas pouvoir honorer sa créance. Shylock aiguise déjà son couteau et je dirais il a le droit pour lui. Il a le droit et l'économie, parce que l'économie d'une place
comme la City londonienne ou la Venise de l'époque, reposent sur cette confiance, ce littéralisme. Alors vous voyez aussi la richesse des connotations. Le débat est aussi un débat théologique entre le chrétien, soi-disant chrétien Antonio, et le juif Shylock. Le juif Shylock étant évidemment un homme de l'Ancien Testament attaché à la lettre, tandis que le chrétien se pique de dépasser la lettre pour faire preuve de merci, miséricorde. Et alors là, on voit la duplicité des possédants, ou la duplicité ici de ce que j'appelle le clan des Vénitiens. C'est-à-dire qu'au procès qui sera finalement monté pour l'exécution ou non de cette lettre de change, tout Venise se mobilise pour faire appel à la miséricorde, mais aussi au sens de l'équité ou de Shylock. Et celui-ci a beau jeu de dire, ben non, c'est écrit, c'est signé devant notaire, j'ai droit à ma livre de chair. Oui. Mais justement, le fait qu'il s'agisse d'une confrontation entre chrétiens et juifs a fait que, encore aujourd'hui, le marchand de Venise embarrasse beaucoup, parce qu'on pense que c'est aussi en partie une pièce antisémite. Alors tu indiques bien que c'est pas si facile que ça. Oui, j'y vois un exemple, et c'est vraiment pas le seul, de double écriture de Shakespeare. Ça me paraît comme René Girard, qui a consacré un très beau grand livre à Shakespeare. Je vous le recommande, hein, les Feux de Shakespeare ou les Feux de l'envie. Girard fait très bien remarquer ça, que la plupart des pièces de Shakespeare sont à double entente. Et quand on visite, je vous recommande aussi cette visite, la reconstitution très bien faite du Théâtre du Globe à Londres, on se rend très bien compte physiquement du double public auquel il s'adressait. Les Happy Few lettrés c'était un théâtre en rond protégé par des gradins couverts, et le bon peuple suivait des pièces qui duraient parfois plusieurs heures, debout au parterre, une chope à la main, sans être couvert de quoi que ce soit, et donc dans une ambiance de match de foot. Et il faut, je pense, comprendre les pièces de Shakespeare comme ça, qui était Shakespeare, un homme de planche, comme Molière. Et il est capable à la fois de dire, non pas une chose et son contraire, mais une chose à double entente. Donc le bon peuple, il le fait rire, ou il flatte grossièrement ses préjugés, ou avec des plaisanteries en dessous de la ceinture, et en même temps, il y a toujours, très souvent en tout cas, le clin d'œil adressé à une autre partie de son public pour montrer une forme de distanciement critique ou ironique. Et je pense qu'il en va ainsi pour l'antisémitisme prétendu de la pièce. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est une pièce très moderne qui... il y a une scène admirable où Shylock dit « Mais nous, juifs, n'avons-nous pas des yeux comme vous, des mains comme vous ? Puis vous êtes esclavagistes, est-ce que ce que je demande est pire que ce que vous faites dans vos colonies, etc. » Donc, c'est extrêmement moderne, mais à qui sait prêter l'oreille à cela? C'est évidemment la grande force de Shakespeare, j'en suis convaincu, je ne suis pas le seul d'ailleurs, et ce qui en fait le plus grand auteur de théâtre de tous les temps, c'est qu'il est insituable idéologiquement. C'est-à-dire qu'il plane vraiment au plafond, et il peut considérer toutes les convictions et toutes les opinions avec une égale, tranquille distance. Quelque chose qu'on sent aussi, ici, ce qui est très clair dans ce qui vient d'être exposé, c'est qu'au fond, il se moque de cette élite vénitienne qui se croit tout permis parce qu'elle domine la société, un discours auquel, évidemment, aujourd'hui, tout le monde peut être tout aussi sensible qu'à l'époque. Il y a aussi le fait, et ça joue aussi dans son enfance, je crois, c'est qu'on est à une époque où il y a toujours en Angleterre quand même ce différent catholique, anglican, protestant, et que par rapport à cela aussi, il est d'une superbe indépendance. D'une superbe indépendance et peut-être aussi prudence, c'est-à-dire que la censure veille et voilà. Donc je souscris tout à fait à ce que tu viens de dire, donc difficulté de situer Shakespeare idéologiquement, et je pense que ça s'explique par plusieurs raisons. D'abord cette prudence un petit peu stratégique face à une actualité pour le moins controversée entre anglicans, protestants et catholiques, avec des revirements, je
crois que au cours de sa vie, l'Angleterre a changé 4 fois de religion. Donc, prudence. Et il semblerait que la brusque disparition de la scène de son père soit due à ses sympathies catholiques. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la famille de sa mère était très catholique et sa fille a même été poursuivie pénalement pour ses sympathies. Donc ça joue. Une autre explication de cette ambivalence de Shakespeare, c'est que il a toujours ce regard ironique et critique, et donc derrière toutes les thèses qu'il met dans la bouche des princes, des évêques et autres juges, il est capable de décoder et de suggérer parfois la mauvaise foi. Et, voilà. Et puis plus fondamentalement, je pense que c'est un génie tellement large que rien de ce qui est humain ne lui échappe. Et donc, non, je me suis quand même posé la question de savoir, puisque les enjeux juridiques, et notamment politiques, étaient tellement présents dans ces pièces, et notamment dans la dizaine de pièces historiques. Je me suis quand même posé la question de savoir de quel côté il était. Je ne veux pas anticiper si c'était une question. Oui, ben alors je garde ma... La deuxième pièce qui fait l'objet d'un large développement, il y en a d'autres qui sont étudiées aussi, mais c'est Measure for Measure. Alors là, évidemment, par le titre déjà, on devrait s'attendre à une pièce dans laquelle il est question de réglementation, d'application d'une règle, d'application d'une loi, de mesures à prendre, à ne pas prendre, etc. Et ça c'est tout à fait fascinant dans ta lecture, c'est que une grande question métaphysique est sous-jacente à mesure pour mesure, c'est-à-dire la présence ou la non-présence de ce que tu disais tout à l'heure de mercy, ou ce qu'on pourrait appeler le pardon. Et ce qui, dans mesure pour mesure, débute un peu comme une farce, enfin, une sorte de farce, en tout cas une fable étrange, que tu peux peut-être rapidement, très rapidement résumer, parce que la pièce est très compliquée dans son agencement. Mais c'est une histoire de cul, pourrait-on dire, pour résumer les choses un peu rapidement. Et ça porte énormément sur la conduite ou la méconduite sexuelle, en fait. Mais sur la manière dont c'est traité par la fable, on sent, alors, dès le début, cette espèce de perspective qu'on pourrait appeler shakespearienne. Oui, c'est une pièce passionnante, je l'ai vue monter, certains d'entre vous certainement, au Théâtre National il y a quelques années. C'est une pièce aussi effectivement très complexe, avec toutes sortes de doubles fonds et de doubles intrigues. Là c'est pas seulement du double public, mais la pièce se situe vraiment à la fois au niveau de la cour et au niveau des bas-fonds dans les bordels. Et voilà, et il y a chaque fois un double ironique de ce qui se passe à la cour et toutes sortes de renvois dans des escaliers secrets entre les deux mondes. Donc en 2 mots, on est dans une Vienne imaginaire. Le duc se rend compte que les mœurs sont un petit peu débridées et il fait une curieuse expérience politique. Il fait un pas de côté. Il va transmettre au moins provisoirement le pouvoir à un certain Angelo. Faites attention, notez bien le nom Angelo et souvenez-vous de Pascal, qui fait l'ange, fait la bête. Qui est très rigoriste, il va remettre les pendules à l'heure. Alors effectivement, premier acte politique de cet Angelo, c'est de sortir de la désuétude, donc rendre à nouveau applicable un vieux décret, tout le monde avait oublié, qui punissait de mort les relations sexuelles hors mariage. Et conséquence de ça, il fait fermer toutes les maisons de passe de la ville. Le premier qui tombe sous le coup de cette réglementation ressuscitée, c'est un noble viennois qui a engrossé sa fiancée. Donc, il y a aussi déjà sa promise. Donc c'est déjà question de savoir si en réalité, aux yeux du droit canon, il n'était pas déjà marié. Donc, complexité. Et alors la sœur de ce malheureux, qui est une jeune novice, Isabelle, vient implorer la grâce de son frère auprès du duc. Et je vous avais dit qu'il fait l'ange ou la bête,
le duc s'émeut et propose l'horrible marché, ou le scandaleux marché à la belle Isabelle, c'est-à-dire sa vertu contre le salut de son frère. Voilà. Et donc, on voyait tout de suite le motif de la pièce, c'est la première pierre, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, et donc, du point de vue de la philosophie du droit, la question vraiment centrale, et je la dis brutalement, se formule comme ceci: les lois pénales sont-elles faites, oui ou non, pour être appliquées? Voilà. Et là, tu te fondes sur un article, je crois, d'un juriste belge, non, Van Kerkhove, qui a développé toute cette idée. À la lecture de l'article sur mesure pour mesure, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ça en rapport avec quelque chose qui est en train de se passer actuellement à Bruxelles, c'est-à-dire dans la commune de Saint-Josse, où le bourgmestre Imerkir a aussitôt, après son arrivée au pouvoir, il a même poussé le bourgmestre précédent renvoyé à ses chères études, déjà émis des intentions de mesures graves sur la prostitution qui prend beaucoup de place dans la commune de Saint-Josse. Alors j'ai presque l'impression que mesure pour mesure prenait sa version Zineke. Alors, encore une fois, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a de l'action, il y a une histoire à tiroir. D'ailleurs, tout ce monde de la plèbe, enfin, essentiellement du monde de la prostitution, fait un peu penser au monde des mendiants dans l'opéra de Katsu de Brecht, où Brecht, justement, prend le monde de la mendicité comme un reflet du monde de la bourgeoisie, caricaturé, en réalité. Donc, c'est d'ailleurs une pièce qui intéressait beaucoup Brecht pour cette raison-là. Mais au centre de la pièce, il y a quelque chose qui est au centre du livre, c'est-à-dire le droit. Dans le droit, il y a la lettre et il y a l'application. Et cette question-là, elle est posée à tous les participants aux questions juridiques, j'imagine, que ce soit les magistrats ou les avocats, sans parler bien sûr des prévenus. Oui, donc c'est le rapport entre la lettre et l'esprit, entre la loi et l'équité, et les rapports. C'est pas si facile à comprendre ou à faire accepter que le droit, je veux dire le bon droit, le droit que nous aimons, ne se réduit pas à la rigueur de la loi. Il faut accepter que la mise en œuvre concrète du droit travaille à deux niveaux. Le législateur adopte des règles générales et abstraites, mais la vie, c'est autre chose. Et il y a des gens dont le métier, ce sont les juges, assistés par les avocats, qui sont en charge de l'actualisation et l'application différenciée de cette règle au cas particulier. Et donc c'est toute la difficulté et la grandeur du droit, c'est ce travail de ne pas céder sur la généralité de la loi tout en faisant preuve d'esprit de finesse, de phronésis, diraient les Grecs, de prudentia, disent les Latins, jurisprudence, dans son application au cas particulier. Et en même temps, le génie de Shakespeare, une fois de plus, c'est de ne pas simplifier, parce que je pourrais être sentimental et dire c'est évident que l'équité c'est mieux que la lettre de la loi, mais justement, dans Le Marchand de Venise dont on parlait tout à l'heure, il montre aussi combien le beau discours de l'équité, de la miséricorde, etc., même du pardon, peut être instrumentalisé par les uns ou les autres au service d'intentions moins nobles. Donc cette dialectique de la loi et de l'équité, de la lettre ou l'esprit, n'est pas simple et traverse effectivement toute une série de ces pièces. Et ce que tu viens de dire me fait penser à une phrase d'un dramaturge un peu oublié aujourd'hui, contemporain de Beckett et Ionescu, qui s'appelle Adamov, et qui a dit un jour: il faut se méfier de l'idéalisme dans la mesure où le capitalisme ose se servir de l'idéalisme. C'était quelqu'un qui est situé entre Freud et Marx. Et puis alors, on arrive à ce part de corpus shakespearien qui est très très important, qui est ce qu'on appelle les pièces historiques, c'est-à-dire les pièces qui portent des noms de rois. Et là, encore une fois, le livre est extraordinairement éclairant parce que tu pars d'une réflexion, on ignorait tout personnellement, sur ce qu'on appelle le double corps du roi. Alors je crois que ça demande quand même un développement à travers les exemples qui sont les plus développés d'ailleurs, notamment Richard II. Alors
Le double corps du roi, c'est une doctrine de théologie politique moyenâgeuse, mais qui a très bien survécu, qui s'est laïcisée et qui, me semble-t-il, permet de comprendre aujourd'hui des concepts aussi importants que celui de l'État ou celui de l'institution. Et le modèle est un modèle christique, évidemment, le double corps du Christ, à la fois homme et imago Dei, ou fils de Dieu. L'idée, c'est que le roi, dès lors qu'il est intronisé roi, oin, ou INT du Seigneur, le roi a un double corps. Son corps naturel, physique, comme vous et moi. Le roi qui bégaye, le roi qui est infans, puer, qui doit être protégé, mis en tutelle, le roi qui est sénile, le roi qui peut devenir fou, affligé d'infirmité, de difformation physique. Et le corps mystique ou le corps politique du roi, qui est au fond sa fonction royale et qui, elle, ne peut errer, qui a toujours raison, qui est toujours juste, dont les actes sont inattaquables. Et c'est cette fonction-là qui se transmet selon la logique dynastique et qui fait dire le roi est mort, vive le roi. Donc cette fonction-là ne s'interrompt jamais en réalité. Et donc, cette doctrine théologique, de théologie politique, était particulièrement vivante à l'époque de Shakespeare, et le pouvoir qui devenait de plus en plus fort d'Élisabeth Ier et puis de Jacques Ier allait très souvent faire appel aux images très nombreuses, aux métaphores qui accompagnent cette doctrine de théologie politique. Alors il y a un grand historien du XXe siècle, Kantorowicz, qui a consacré tout un livre et qui prend précisément pour exemple la pièce Richard II de Shakespeare et qui part de là pour expliquer sa doctrine. Et effectivement, quand je préparais ce livre, pour moi c'était du pain béni. Je me dis, ben voilà, là le travail était tout fait, j'ai une belle théorie juridico-politique, j'ai même l'indication de la pièce, je vais simplement pouvoir reprendre ça un petit peu. Et au fond, c'est le chapitre qui m'a demandé le plus de travail, et comme toujours, on a intérêt à reprendre les choses à fond, et de voir qu'au fond, chez Shakespeare, c'était beaucoup plus complexe que Kantorowicz l'avait dit. D'abord, cette doctrine ne sert pas seulement à légitimer les rois, comme on pourrait le penser. C'est pas seulement une façon de dire, vous savez, vous pouvez rien me reprocher, je suis infaillible. C'est aussi une doctrine qui peut être retournée contre le roi et qui peut servir à dénoncer certaines fautes, comme à l'époque d'Élisabeth Ier, où elle avait commencé à vendre les joyaux de la couronne. Ça s'est vu, et voilà, les juristes lui reprochaient. Donc c'est une façon de lui rappeler que ce corps mystique, c'est au fond les commons, c'est le corps de la nation, qu'il est l'époux du corps de la nation, et qu'il n'est souverain que lorsqu'il siège dans son parlement. Donc toute cette idée-là. Mais puis surtout, et grâce au ciel, dirais-je, Shakespeare n'est pas là pour illustrer une théorie juridique et politique, aussi importante soit-il, et donc il en fait autre chose. Alors ce qui m'a vraiment passionné dans le traitement shakespearien de cette grande et belle doctrine des deux corps du roi, c'est qu'il allait jouer de toutes les façons possibles et imaginables sur le thème du double et la faille qui ne manque pas de s'élargir entre ces deux figures de l'identité naturelle et l'identité politique. Et c'est ce que j'appelle dans le livre le thème du roi faible, qui me paraît être un véritable fil rouge, au moins d'une dizaine de pièces de Shakespeare. C'est comme s'il avait exploré toutes les modalités possibles de faiblesse du roi et de déhiscence, enfin de séparation entre le corps physique qui n'est pas à la hauteur des attentes politiques ou alors des souverains qui sont totalement moralement en deçà de ce programme en quelque sorte. Mais voilà, donc les variétés, il y en a au moins une dizaine de rois faibles. Ça donne par exemple pour Richard III le fait d'avoir un roi qui est à la fois physiquement différent et moralement différent, une sorte de roi voyou. J'emploie le mot voyou parce que ça permet aussi d'utiliser cette grille pour analyser des situations de pouvoir contemporaines, même qu'on aura avec la monarchie. Je pense à la présidence française. Souvenez-vous de Jean-François Kahn qui titrait dans Marianne sur Sarkozy
le voyou de la République, et reprend l'expression maintenant dans la querelle Copé-Fillon, en traitant Copé de le nouveau voyou de la République. Ce qui est tout à fait nouveau aussi à cet égard, c'est que à la suite du chapitre qui porte sur cette notion du double corps de roi, viennent alors des chapitres dont l'un porte sur Jules César et l'autre, c'est encore plus étonnant, porte sur Hamlet. Parce que là, je dois reconnaître que même si on pense bien connaître Hamlet, on perd toujours de vue que Hamlet est un roi potentiel. Et même en travaillant la pièce moi-même, je n'y ai pas pensé une seconde. C'est-à-dire, je disais, c'est une revengeous tragedy, dans laquelle il doit venger le meurtre de son père et châtier sa mère d'avoir épousé l'assassin de son père. Or, en fait, et ça peut donner l'explication du sous-titre de la pièce, qui dit quelque chose du genre, effectivement, qui porte sur l'hésitation. Et là, tu vas jusqu'à dire que le to be or not to be n'est pas seulement une question d'être ou ne pas être existentiellement, mais d'être ou ne pas être, pas seulement le vengeur, le justicier, mais peut-être aussi le roi. Oui, donc tu viens de rappeler les éléments essentiels de la pièce. Je pense qu'on perd souvent de vue ça qu'il veut devenir roi, donc il hésite devant cette fonction royale. Mais il me semble qu'on n'insiste pas, enfin, en tout cas dans ce que j'ai lu, pas très souvent sur cette circonstance que sa mère, la mère d'Hamlet, Gertrude, a rejoint l'assassin de son père dans le lit de celui-ci. Donc il faut savoir qu'Hamlet père était roi du Danemark, il a été tué par son frère Claudius, et que Claudius, au lendemain de ce forfait, épouse Gertrude, sa mère. Alors pour le dire en un mot, mon hypothèse, je la lance quand même, mon hypothèse c'est que l'hésitation d'Hamlet vient du fait que le véritable scandale c'est cet inceste et que pour tuer le roi en place, il doit passer par-dessus le corps de sa mère, si j'ose dire. Voilà. C'est l'hypothèse. Je dirais, déjà, dans le cadre de Claudius, où est le problème? Le problème dans l'histoire troublée anglaise de l'époque n'est peut-être pas tellement qu'il ait accédé au pouvoir par le meurtre. Ça, je dois dire que c'est vraiment pas un scoop dans l'histoire anglaise de l'époque. J'ai souvenir que James Ier avait assassiné la rivale. Non, que Élisabeth a assassiné la mère de James Ier qu'elle allait succéder. C'est quand même un peu troublant. Oui, non, il y a toutes sortes de cas de ce genre-là. Marie Stuart, la mère de James Ier, a épousé en troisième noce, c'est compliqué, hein, a épousé en troisième noce l'assassin de son deuxième mari. Mais ça, nous rions, et on doit faire un effort intellectuel pour se souvenir de ces circonstances, mais le public anglais de l'époque, il le savait, comme on vient de rappeler la querelle Fillon-Copé, c'était l'actualité, tout ça pesait. Donc, il faut s'imaginer aussi l'audace de Shakespeare de traiter comme ça à chaud tous ces problèmes de l'époque. Mais donc je dis, c'est pas tellement Claudius le fait d'avoir tué le roi précédent, fut-il son frère, pour accéder au pouvoir. Il me semble que le scandale, c'est Gertrude, donc c'est Gertrude. Et du coup, il y a là un dysfonctionnement par rapport à la doctrine des deux corps du roi, parce qu'il y a un corps de trop. Gertrude, c'est le troisième corps. Donc il y a le corps naturel du roi qui épouse la nation, et puis qui s'offre en plus le corps de jouissance de la reine. Et ça, c'est un corps de trop. Et on évoquait en aparté, avant de commencer, l'histoire constitutionnelle belge. Ça nous rappelle peut-être un épisode des années 40. C'est une hypothèse que je fais. Et je peux me tromper, mais j'ai lu la pièce comme ceci. Le véritable accent dans la pièce est mis sur ce scandale-là, et donc ce que le Hamlet père demande de venger, c'est de mettre fin à ce scandale, plus que de tuer Claudius, l'usurpateur. L'intensité, ce sont des choses que des dramaturges peuvent sentir. Il me semble que l'intensité dramatique des scènes où
Hamlet est confronté à Claudius est relativement faible. Ce sont des scènes de transition. Par contre, quand Hamlet parle à sa mère, alors là, c'est autre chose. Il y a une véritable intensité dramatique. Et comme par hasard, c'est le seul moment dans la pièce où le spectre du père fait retour. Il y a un moment où papa, maman et Hamlet sont réunis dans l'antichambre. Voilà. Et c'est la seule scène, la première scène où on va mettre tuer quelqu'un, c'est-à-dire Polonius. Voilà. Il est bien quelque part le remplaçant de quelqu'un. Voilà, il y a une espèce de première vengeance de substitution, là, quand il tue derrière un rideau Polonius qui guettait pour le compte du roi ce qui allait se passer dans la scène. Encore un indice, lors de la fameuse souricière, c'est-à-dire la pièce dans la pièce, qui est montée à Elseneur, et qui est un dispositif stratégique que les criminologues modernes connaissent bien, que Hamlet invente pour amener un aveu de la part de Claudius, où on va représenter le meurtre d'un roi par son frère qui va finalement épouser l'épouse du roi. En gros, c'est ça que joue la pièce dans la pièce, et Hamlet en attend une espèce de confusion, d'aveu spontané. En réalité, c'est compliqué, c'est pas facile, mais quand on lit vraiment de très près, me semble-t-il, le texte de cette pièce dans la pièce, on se rend compte de nouveau que l'accent est mis sur le scandale de la reine. Et finalement, Hamlet ne se vengera tout à la fin de la pièce, après des centaines et des centaines de vers, que quand sa mère est morte. Circonstance trop compliquée à expliquer ici. Mais c'est comme s'il était délivré, c'est comme si la voie était libre, comme si ce troisième corps était escamoté, et qu'alors il pouvait devenir roi en tuant le. Et là, encore une fois, l'application en temps contemporain est envisageable. Je renvoie, parce que c'est public, à une conversation dont a fait part au moins à mot couvert Jean-Luc Dehaene sur le voyage qu'il a fait avec notre actuel roi vers le lieu où le roi précédent venait de mourir, et où il a prétendu qu'il avait dit au roi qu'il valait mieux que ce soit lui qui succède plutôt que le neveu. Il y a une pièce shakespearienne à écrire, François. C'est ça qui est formidable quand on a des œuvres de génie, c'est qu'elles fonctionnent comme des loupes à travers le temps. Mais avant de parler de Hamlet, tu as quand même un chapitre où tu parles de quelqu'un qui n'est pas roi, qui s'est peut-être vaguement impérialisé, qui est Jules César. Alors, dans cette pièce-là, donc en gros, vous en connaissez l'argument, c'est la conspiration de Brutus qui va conduire à l'assassinat de Jules César. Brutus est un républicain convaincu, et si la mort dans l'âme, il porte le glaive sur son père adoptif, c'est parce qu'il est convaincu que celui-ci va bientôt accepter la couronne que la plèbe lui propose, mettant ainsi fin à la République et aux idéaux républicains. Donc en gros, on peut le créditer, lui et les conjurés, d'être des gens désintéressés, voulant procéder au sacrifice, mais c'est une sorte de sacrifice politique, d'un être aimé, mais sur l'autel des idéaux républicains. Ok, alors la conjuration réussit, comme vous savez, César s'écroule sous 33 coups de couteau, et à ce moment-là, coup de théâtre, c'est le cas de le dire, le peuple se retourne vers Brutus et dit « voilà notre roi ». Alors Brutus, il est confronté à quelque chose de très important, me semble-t-il, en sciences politiques, ce que j'appelle, suite notamment aux travaux du psychanalyste Pierre Legendre, ce que j'appelle l'amour politique, c'est-à-dire ce besoin des foules de s'identifier à un chef, de faire corps, de faire communion. Il y a une espèce d'énergie politique considérable que je pense que les hommes et les femmes politiques connaissent bien et qu'ils sont orfèvres pour se l'approprier en quelque sorte. Et Brutus, il ne sait rien faire de cet amour politique parce que ça le dérange complètement, c'est irrationnel, c'est de l'émotion et ça n'a rien à voir avec les idéaux républicains. Et alors il dit non, moi j'ai fait ça, mais maintenant vous allez faire, je sais pas, des élections, ou voilà, moi je retourne à mes chers travaux. Et à ce moment-là, on sent que la foule est orpheline en quelque sorte et en déshérence et se cherche où comme la foudre qui doit tomber, le coup de foudre de l'amour politique qui doit tomber sur quelqu'un. Et alors voilà Antoine qui sort de l'ombre, Antoine qui est
vachement compromis dans cette affaire, parce qu'il était très proche de César, et qui a vraiment très peur d'y passer lui aussi, et qui, avec une habileté suprême, que Jacques connaît bien, on en a parlé tout à l'heure, va parvenir à d'abord obtenir de pouvoir parler au peuple, c'est déjà énorme, il sauve sa tête auprès des conjurés et alors, avec une démagogie extraordinaire, mais ici j'emploie le mot démagogie de façon un peu plus positive, c'est-à-dire qu'avec la capacité du véritable homme politique de jouer et détourner en sa faveur cette grande bête politique, cette énergie politique, il va tenir un discours qu'il faudrait analyser mot par mot et geste par geste, dans lequel il va finir par retourner complètement la situation, faire corps autour de ce corps lardé de coups de César et conjurer cette colère contre Brutus. Et voilà, alors le sort des conjurés, il se décide à ce moment-là. Il y a un véritable retournement politique. Oui, tu parlais de démagogie, effectivement, je vois le clin d'œil de François de Calataille. J'ai, comme tu disais, traduit Jules César, et quand la pièce a été montée, comme je racontais tout à l'heure, quand la pièce a été montée au Martyr, le rôle d'Antoine était joué par Christophe de Stex. Je vous recommande Christophe de Stex, parce que c'est lui qui va reprendre dans les jours qui viennent Cyrano de Bergerac au Martyr. Je vous recommande cette prise de rôle absolument extraordinaire, même si un autre Cyrano de Bergerac qui est pas mal non plus au théâtre public, mais Christophe de Stex dans le rôle de Cyrano, ça vaut la peine. Mais à l'époque où il répétait, je me souviens de lui avoir dit: écoute Christophe, maintenant tu fais ce discours et tu te prends pour Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il déclenche une énergie qui soit une énergie de rassemblement de foule, qui va même presque au-delà de ce qu'un homme politique, sauf quand il s'appelle Sarkozy dans les grands jours, peut faire. Alors pour donner aussi une espèce d'échantillon de l'agrément qu'on prend à la lecture de ce livre, je vais vous en lire un paragraphe de la fin du livre sous le titre Shakespeare in Law, toute variation sur un film que vous connaissez. Depuis 2 heures maintenant, les participants au séminaire discutent du cas présenté par l'enseignant. Un baron de la finance internationale, par ailleurs candidat présumé aux élections présidentielles dans son pays, est accusé d'agression sexuelle par une femme de chambre d'un grand hôtel new-yorkais. Arrêté au moment où il s'apprêtait à prendre l'avion, l'homme comparaît quelques heures plus tard devant ses juges. Les images de ce politique puissant, terrassé par les foudres médiatiques, livide et hagard sur les bancs du tribunal, font le tour de la planète et la une de tous les journaux. Va-t-il se destituer lui-même comme Richard II, résister comme Shylock, appeler sur lui la sanction publique comme Angelo, Shakespeare in the courtroom? Et là, encore une fois, ça me rappelle quelque chose sur lequel tu insistes beaucoup, c'est ce qu'on appelle les courts of law, qui se pratiquaient à l'époque de Shakespeare. Et là, on a vraiment le lien, la courroie de transmission entre le théâtre et la justice à l'époque même de Shakespeare. Tout à fait. Oui, c'est très très important pour comprendre ce rapprochement entre droit et théâtre à l'époque, et comme les Anglais sont conservateurs, l'institution dont tu parles existe toujours, donc ce sont les Inns of Court, à Londres, Temple Inn notamment, elles existent toujours, auberge, et donc l'idée toute simple, c'est que les étudiants en droit ne se forment pas dans des écoles de droit, mais dans des auberges de droit, en fréquentant des professionnels du droit. En réalité, je pense, une espèce de collège dans lequel il vivait et qui jouait un rôle tout à fait essentiel dans la formation des élites politiques, diplomatiques, militaires anglaises à l'époque. Et on a la preuve que Shakespeare les a assidûment fréquentés. Plusieurs de ses pièces ont été jouées et certaines ont été montées, enfin créées, pour les réjouissances de fin d'année de ces Inns of Court à Londres. Et on a conservé des registres, on voit que les plus hautes personnalités juridiques de l'époque, enfin, les présidents de Cour suprême, etc., les fréquentaient ou ont été étudiants de ces auberges de droit. Et je voudrais insister pour dire que la formation des juristes de l'époque était vraiment une formation qui passait
par le théâtre, par l'oralité. On demandait, au fond, la formation c'était ceci. On donnait un cas d'école, un cas imaginaire, un casus, et les étudiants se partageaient entre les pros et les contras. Et puis la disputatio, la discussion entre eux, pouvait prendre la forme d'une mise en scène théâtrale. Et donc il n'y avait pas vraiment, ou plus vraiment, de différence entre un moot court, comme on dit aujourd'hui, donc un procès fictif, un procès juridique fictif, et une pièce de théâtre qui parle d'un procès. Et c'est une clé, me semble-t-il, pour comprendre plusieurs scènes, voire plusieurs pièces entières de Shakespeare. C'est cette espèce de matrice dans les Hinds of Court de l'époque. Merci de t'être livré à cette hymn of conversation. À l'heure du repas. Merci. Merci. Oui. Je vais en tout cas recommander quelqu'un, parce que